Je m'appelle Albert Monkébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue, clinicien. Et depuis quelques années, je m'intéresse à comment chacun d'entre nous reconstruit le réel pour pouvoir appréhender le monde. Donc les histoires qu'on se raconte, les opinions qu'on forme. Et en 2014 ou 2015, j'ai créé une sorte de collectif avec des potes chercheurs qui s'appelle Chiasma, où on s'intéresse à la flexibilité mentale. Comment est-ce qu'on forme des opinions et comment est-ce qu'on change de vie. On savait pas comment, c'était vraiment à une époque où pas beaucoup de gens parlaient des biais cognitifs et de tout ça. Et c'était à l'époque où tout le monde était en train de mettre des scotch sur les caméras, et c'était vraiment genre Facebook nous écoute, c'est la fin du monde, etc. Et on s'est dit pourquoi on redynamise pas ce format qui était assez marrant, de prendre une histoire, un récit, et de montrer comment quelqu'un peut créer une sorte de croyance. Quand j'ai fait cette conf, beaucoup de gens m'ont un peu clashé en mode tu défends Facebook, et peut-être que j'ai pas fait un assez bon travail d'expliciter à la conférence que je ne suis pas en train de dire que Facebook ne nous traque pas, mais qu'ils sont juste pas en train d'allumer nos micros, et qu'on perd beaucoup de temps sur ce point-là, alors qu'ils en ont pas besoin. Mais parce que c'est vraiment un combat que nous on considère est très important, qu'il ne faut pas se tromper de combat. Et on voyait beaucoup de gens dépenser une énergie conséquente pour se battre contre ce truc de on allume le micro, alors qu'au final c'est probablement pas vrai. Personne ne peut vraiment vérifier, mais jusqu'à maintenant on n'a pas de preuve que c'est vraiment vrai, que Facebook démarre notre micro pour des fins publicitaires. Mais on nous traque sur plein d'autres choses, la vitesse avec laquelle on scrolle, quand est-ce qu'on pose sur l'écran, où est-ce qu'on est, notre âge, etc., etc. Et avec toutes ces informations, on peut recouper pour pouvoir nous cibler de manière qui peut des fois faire vraiment peur, où j'ai parlé d'un truc, et bim, je le vois. Et donc c'était une sorte de réponse à pourquoi, quand vous parlez d'un truc et une pub apparaît sur votre fil Facebook, c'est pas parce que Facebook vous enregistre, c'est d'autres choses, et le combat de ces autres choses est hyper important, et le truc du micro risque de venir masquer ces sujets qui sont vraiment des sujets sociétaux qu'il faut qu'on s'approprie pour pouvoir mieux se protéger de ces effets. D'habitude, on ne met pas sur Internet nos événements Chiasma. On s'est dit pour une fois, il faudrait qu'on capte nos conférences en une très bonne qualité, une fois pour toutes, juste pour montrer à quoi ça ressemble un événement Chiasma. Et, coïncidence, tu l'as vu, tu m'as écrit. C'est vraiment cool la manière de présenter les biais, c'est un peu différent. Est-ce que tu serais d'accord qu'on mette ça en fiction? Et moi je suis vraiment pour donner tout le matériel qu'on fait, tout le matériel que Chiasma produit, tout le monde peut les utiliser. Et donc on va voir maintenant cette fiction qui est assez drôle. Franchement c'était cool de la regarder. Et après on essaiera de commenter tout ça. En tout cas merci, je voudrais aussi vous remercier à vous, à l'équipe, d'avoir fait ce travail. Je m'appelle Max, j'ai 27 ans et je suis architecte. Je carbure au chocolat, au café et au chocolat. J'adore sortir des punchlines de Tarantino dans les commentaires Facebook ou me réveiller tôt le dimanche pour ressentir le bonheur de pouvoir me rendormir. Je déteste m'apercevoir au bout d'une heure que j'ai déjà vu le film ou remarquer que j'ai oublié mon portable une fois en bas des escaliers. Mais je déteste encore plus ce satané sandwich thon cornichon du distributeur du boulot. Ah putain, faut que je vous montre un truc sur internet, je peux? Ouais, vas-y. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Mais pourquoi t'as mis ça? Enfin, il s'est fait mal ton ordi? Mais non, c'est juste pour pas que Facebook m'espionne. Mais comment ça? Bah, tu sais pas que Facebook nous espionne pour revendre nos données? Bah oui je sais, mais bon, il récupère ces données par rapport à nos comportements, nos likes, nos commentaires. Enfin, il ne espionne pas avec les caméras des téléphones et des ordinateurs. Bah si, justement. Et avec les micros aussi. C'est clair. Non mais tu déconnes, c'est complètement illégal. Oh, tu sais, la légalité, Bon, t'avais pas un truc à nous montrer là? Ah oui, vous allez voir, c'est trop bien. Je déteste cette sonnerie. Bon allez, je me lève. Enfin, dans 5 minutes, ou 15. Je déjeune, me brosse les dents, c'est l'heure de partir au boulot. Enfin, dans 5 minutes, ou 15. Eh, écoute bien Zuckerberg, c'est pour toi. Alors, un brevet existe bel et bien pour un système qui permet de donner l'ordre aux smartphones d'utilisateurs de capturer le son ambiant. Bah merde. Bon.
Et sinon, il est sympa ton t-shirt, tu l'as acheté où? Je l'ai acheté sur Tossadora. Et franchement, il est cool, j'adore. Ah cool, bah faut que je m'en souvienne. Du coup, tu rentres comment ce soir? Oh bah t'inquiète, je pense que je peux prendre un Uber. Quoi? Putain, mais c'est chelou. Et c'est l'heure, tu viens manger? Plus tard, faut que je finisse un truc. Ok, ça marche. Et voilà. Ah voilà, poudre de substitut de repas. Un repas complet et équilibré à préparer avec un shaker qui vous apporte 100% de vos besoins nutritionnels. Vous pouvez remplacer n'importe quel repas avec un feed sans aucun risque de carence et vous n'aurez pas faim pendant une demi-journée. Ça a l'air pas mal. C'est pas possible. Putain. Ouais, écoute, c'est possible, hein. Moi, il m'est arrivé la même chose il y a pas longtemps, et il y a même des vidéos sur YouTube qui en parlent. Putain, regarde. Putain, c'est dingue. T'as vu? Truc de fou, hein. On se croirait dans Black Mirror. Dans quoi? Dans Black Mirror. C'est une série de SF qui justement parle de la dérive liée à la technologie et aux écrans. Jamais vu, c'est connu? Oui, c'est ultra connu, oui. Enfin, petit effort de son côté de culture, là. Non, c'est connu par le monde entier. T'imagines, là, tu vas sur Facebook, et puis là, on cherche, et paf, quand on vient d'en parler juste à l'instant, t'as des trucs qui apparaissent sur Black Mirror dans le fil d'actu. Ah bah oui, ça serait carrément méta. Ouais, la mise en abîme des abysses. Truc de fou. Je m'appelle Max, j'ai 27 ans et je suis architecte. Je carbure au chocolat, au café et au chocolat. Par exemple, je sais que c'est très tôt pour poser, mais je m'appelle Max, j'ai 27 ans, je carbure au café et au chocolat. Par exemple, ça c'est un profil hyper commun. Et ça, c'est une information que Facebook va utiliser pour traquer Max, qui est indépendante complètement de démarrer son micro, d'avoir des gens qui écoutent les micros de tout le monde, pour savoir que Max, par exemple, a des problèmes à se nourrir. Et on pourrait lui donner des pubs de comment se nourrir plus facilement avec moins d'efforts, au lieu de manger ses tablettes de chocolat et carburer au café. Ce qui est le cas d'une infinité. Moi, je carbure au thé. Beaucoup de gens de l'âge de Max, et probablement citadins, etc., carburent de la même manière. Tu sais pas que Facebook nous espionne pour revendre nos données? Bah oui, je sais, mais bon, ils récupèrent ces données par rapport à nos comportements, nos likes, nos commentaires. Enfin, ils n'espionnent pas avec les caméras des téléphones et des ordinateurs. Bah si, justement. Par exemple, là, ce qui est intéressant, c'est que des fois, en fait, il y a un schéma hyper schématique qu'on avait fait sur comment une croyance émerge, et ça fait un truc du genre... Je suis exposé à une information pour la première fois, c'est une connaissance. Par exemple, je peux te dire, je suis né au Liban. C'est une connaissance, ça qualifie pas pour une croyance. Plusieurs connaissances qui viennent s'agencer entre elles font émerger une croyance. Une croyance sur laquelle je veux agir peut développer une intention, et une intention peut se transformer ou pas en action. Et il y a des pièges qui viennent sous-tendre chaque étape. Par exemple, entre intention et action, on a un truc qui s'appelle le intention-action gap, le trou intention-action. Il y a plusieurs formes, et une des formes les plus connues que tout le monde connaît de intention-action gap, c'est par exemple la procrastination. J'ai une intention et je passe énormément de temps avant de la concrétiser. Nous, souvent, en zététique, en raisonnement critique, on est intéressé plus par la croyance. Mais par exemple, dans la vidéo qu'on a vue, une des premières séquences, c'est une connaissance qui est un peu tangentielle à la croyance que Facebook nous met sous écoute et qui crée une sorte d'amorce pour commencer à réduire le coût d'entrée à cette croyance. Du coup, ça peut être par exemple le plaster sur la caméra. Ça amorce une idée qui pour la première fois on l'écoute, c'est un peu la germe autour de laquelle d'autres connaissances vont venir s'agencer pour faire émerger cette croyance. La caméra qu'on cache avec un ruban n'a rien à voir avec le micro.
mais ça s'intègre dans cette croyance généralisée qu'on est en train de nous espionner. En sachant que, par exemple, la caméra, c'est un tout autre sujet, avec une toute autre technologie. Si je soutiens la croyance, ma copine est géniale, donc elle est meilleure que les autres, j'ai besoin de processus pour pouvoir soutenir cette croyance. Ces processus sont une réorganisation du réel, et des fois, ça va être des biais. Je répète tout le temps la même phrase, parce que j'ai tout le temps l'impression que je suis pas assez clair sur ce point, que les biais, c'est pas un comportement, c'est un moyen d'arriver à un comportement. Donc si ma copine fait un truc qui est bête, je l'oublie, et quand elle me surprend, je me dis putain, elle est vraiment géniale. Mais les biais ne viennent que très rarement seuls. Les biais convergent ensemble pour soutenir cette croyance. Un biais du faux consensus peut s'agencer avec un Dunning-Kruger, pour se dire, ben, évidemment, tout le monde le pense. Et il y a des familles de biais qui viennent ensemble. Par exemple, moi, dans mon travail de clinicien, selon les pathologies, il y a des biais cognitifs associés à certaines pathologies. Si je suis, par exemple, déprimé, je vais avoir des biais de sélection et de confirmation sur les événements négatifs de ma vie, plus que sur les événements positifs. On voulait montrer que c'est non écologique comment on présente les biais, dans le sens où on monte un argument, on dit ça c'est ce biais-là, ça c'est ce biais-là. Ça, c'est pas intéressant en tant que tel qu'exercice, c'est relativement vraiment facile, c'est assez facile à acquérir comment détecter les biais, mais surtout ça cache le problème réel derrière, qui est comment est-ce que ces biais coalescent, s'agencent, coalescent je pense que ça veut dire coagule en français, pour faire émerger et sous-tendre cette croyance. Et encore une fois, la croyance peut être très bonne, sous-tendue par des biais qui coagulent ensemble, ou elle peut être complètement fausse et sous-tendue par les biais. Mais on voulait montrer comment un biais peut causer un autre, un troisième, converger ensemble pour que ces différents brins de connaissances fassent émerger une croyance. Je déjeune, me brosse les dents, c'est l'heure de partir au boulot. Enfin, dans 5 minutes, ou 15. J'aime beaucoup cette séquence, parce que on ne montre pas ces moments dans les vidéos. Quand on parle des croyances, on montre juste les moments les plus salients. Alors que le raisonnement critique se fait souvent dans des temps morts. On a notre routine et il suffit d'un article par-ci, une discussion à un café par-là, un apéro avec des potes par-ci. Mais la majorité du temps, qu'on soit raisonneur critique ou pas, on vit tous de manière relativement similaire, quoi. Et c'est important de le montrer. Un brevet existe bel et bien pour un système qui permet de donner l'ordre au smartphone d'utilisateur de capturer le son ambiant. Bah merde. Et là, on voit une sorte donc la connaissance qu'on risque de nous écouter a germé peut-être la veille. On vient taper dans Google ce qu'on cherche, on tombe évidemment sur quelque chose, donc biais de confirmation. Là on est clairement par exemple dans un Dunning-Kruger, parce qu'on pense souvent que le Dunning-Kruger c'est donc l'illusion de connaissance, sur oh merde, alors que c'est quelque chose de très normal d'avoir on appelle ça hot word detection, de pouvoir détecter un mot pour délancer le micro, c'est comme ça que fonctionne Alexa, OK Google, tout ça. Et on comprend mal l'utilité. Quoi? Putain, mais c'est chelou. Et donc là, à nouveau, biais un peu de confirmation, je parle de Tostadora, bim, j'ai la pub, et là on revient à l'importance du premier plan, sur qui vit en buvant du café, etc. On pense qu'on est unique. Et souvent dans mes confs, j'aime bien dire, oui, vous êtes unique comme tout le monde. Il y a de très fortes chances que, avec mes potes, les t-shirts qu'ils voient, je les vois aussi. Et parce que Facebook a tellement de données qu'ils n'ont pas besoin d'allumer notre micro, s'ils savent qu'on est dans le même groupe d'âge, on traîne dans les mêmes quartiers, on va dans les mêmes bars, et on s'est croisés, probablement, je cherche des t-shirts cool aussi. Et donc la pub, je vais l'émerger. C'est juste que si les deux personnages ne s'étaient pas parlé, on aurait scrollé cette pub et on n'aurait pas remarqué que probablement cette pub existe sur son flux depuis toujours. C'est juste qu'il en a parlé la veille et qu'il commence à le voir. On appelle ça le Baader-Meinhof effect. C'est que quand on vous parle d'un truc, on commence à le voir partout. Et je vois la pub, je vais me dire putain, on touche là aussi un coup de Facebook. Alors qu'on nous traque, c'est juste que pas avec le micro parce que c'est complètement... c'est beaucoup d'argent pour pas assez d'effets. C'est pas possible, putain. Et là, à nouveau, même chose. En fait, si vous tapez un mot dans votre moteur de recherche, ça va vous suivre pendant longtemps. Pendant très longtemps.
Et beaucoup de fois, on ne réalise pas qu'on a tapé quelque chose de manière complètement anodine. Et après, c'est genre vraiment le matraquage. Une grande partie des pubs qu'on nous sert viennent de choses qu'on a tapées sur notre ordinateur. Et ça, c'est clair que c'est traqué. Et donc, le personnage dans la vidéo a tapé, probablement a oublié, ou autre chose. Scroller aux toilettes, voit la pub et se dit « Putain, ça va faire une sorte de mélange un peu mnésique et cognitif où on va se dire bah, s'ils nous traquent avec les textes, qu'est-ce qui les empêcherait de nous traquer avec le micro? On va faire une sorte de lien de causalité ou un lien d'association, pas de causalité, sans vraiment le démontrer. Et on voit comment plusieurs connaissances séparées vont se coaguler autour d'une croyance, alors que ces différentes connaissances ne sont pas nécessairement liées à cette croyance, mais on va les faire rentrer là-dedans. Et on oublie combien de choses on cherche. Moi, je sors mon téléphone de ma poche, je cherche tout et n'importe quoi, et évidemment que je me souviens pas de toutes les recherches que j'ai faites. Des fois, je sais pas, je veux retrouver des potes. Donc, ils me donnent l'adresse d'un resto, je vais les retrouver, je bouffe avec eux, etc. Je rentre chez moi, le lendemain, je me réveille, et là, bim, j'ai des pubs de restaurants de nouilles. Je vais me dire, ils ont su que j'étais à ce restaurant. Je vais oublier que le truc que j'ai tapé, pour aller les retrouver, c'est un signal pour les restaurants de nouilles. Donc je vais penser que c'est la localisation GPS, alors que en fait c'est ce que j'ai écrit. Et pourquoi est-ce qu'on nous traque le plus avec ce qu'on écrit? Parce que c'est le signal le plus simple à analyser. C'est tout. Si un GPS veut me savoir ma localisation, bonne chance pour savoir si je suis rentré au Franprix ou au bar d'à côté ou au bar d'à côté. Alors que quand je tape, c'est un signal clair, qu'on a le plus de données sur comment traiter le texte. Alors que la voix, là aussi, c'est encore différent. Encore une fois, il y a des clips de nos voix qui sont envoyés à Facebook, à Google, etc. etc. Mais c'est pas ça qu'ils vont utiliser pour feed des pubs, parce que c'est juste inefficace. C'est pas parce qu'ils sont moraux, c'est pas parce qu'ils sont éthiques, mais on a besoin de savoir contre quoi on se bat pour pouvoir mieux faire face, mieux fédérer, faire des lois de protection du citoyen, faire des lois contraignantes sur les données personnelles, etc. etc. Parce que c'est un sujet qui est important. Qui contrôle les données des citoyens? Est-ce que c'est le privé, est-ce que c'est le public? Mais c'est important de corriger les fausses routes sur lesquelles... Parce que ça décrédibilise aussi le discours. T'imagines, là, tu vas sur Facebook, et puis là, on cherche, et paf, comme on vient d'en parler juste à l'instant, t'as des trucs qui apparaissent sur Black Mirror dans le fil d'actu. Ah bah oui, ça serait carrément méta. Ouais, la mise en abîme des abysses. Truc de fou. Et là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, dans le sens où on rentre dans un peu le truc méta, alors que par exemple, les pubs de Black Mirror, c'est probablement les pubs les plus communes sur Facebook. Mais effectivement, si on ne sait pas que Black Mirror existe, on l'a jamais vu, on en parle, et bim, Black Mirror apparaît, on retrouve un peu le Baader-Meinhof, et on retrouve un peu le côté qui donne la dimension vraiment extraordinaire. On est très mauvais à évaluer les fréquences, les probabilités en général, de combien est-ce que quelque chose a une chance de se produire. On pense souvent qu'il y a très peu de chances que ça se produise, alors que les chances sont hyper élevées. Mais un truc, par exemple, une pub comme Black Mirror, c'est peut-être le truc le plus anodin qui peut exister, parce que tout le monde en parle à chaque fois que ça sort. On a des centres d'intérêt similaires. C'est vraiment le biais de la fausse unicité et le biais du faux consensus. Combien je peux croire que ce que je pense est partagé par tout le monde? Et en face, il y a le biais de la fausse unicité, c'est qu'on croit qu'on est unique et différent de tous les autres. Il y a souvent des biais qui sont contradictoires, et c'est pour ça que les biais sont contextuels, c'est pas des comportements. Dans les cas comme ça, le groupe d'âge, de cercle social, la ville, les gens qu'on côtoie, etc., massivement on va parler de Black Mirror. C'est quasiment impossible de passer à côté. Et donc si moi j'en ai jamais entendu parler, soudainement j'entends parler, évidemment ça va directement être dans mon fil parce que ça a toujours été là. Si je remplis ces différents critères. Et c'est important d'expliquer ces choses, parce qu'encore une fois, moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'on va y faire face, parce que je pense que c'est un défi qui est vraiment important, le défi des données personnelles, parce que c'est pas juste Facebook, c'est un truc qui est général à la société. Combien est-ce qu'on est en train de lâcher de nos vies personnelles? Pourquoi? Dans quel cas est-ce que c'est important? Parce qu'il y a des cas où les données personnelles, qu'on les partage, peut créer des bases de données épidémiologiques, de santé. Ça peut nous faciliter nos vies pour ne pas être pris dans des embouteillages, parce qu'on peut savoir s'il y a des embouteillages ou pas sur Google Maps, etc. etc. Mais il faut voir comment c'est utilisé. Et on a besoin, encore une fois, de législation qui nous protège. C'est pas des trucs individuels. On peut, autant qu'on veut dire je me barre de Facebook, je me barre de Facebook, je me barre de Facebook.
c'est pas comme ça que ça va nous aider, parce que même si nous tous, genre, je sais pas, 100 personnes se barrent de Facebook, il y a 100 autres personnes qui sont quasiment comme nous, qui vont être utilisées pour nous cibler à nous qui ne sommes pas dedans. C'est un peu comme la mentalité des vaccins. Si une famille décide de pas se vacciner, ça va. Si 20 personnes décident de pas se vacciner, ça affaiblit tout le groupe. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire face à ces défis? Et du coup, je suis très content de faire cette vidéo parce que ça me permet un peu d'expliciter mieux, j'espère. Je pense que c'est Nietzsche qui disait la pire chose qu'on peut faire pour une cause juste, c'est de la défendre avec de faux arguments. Et avec de mauvais arguments. C'est Nietzsche ou... Je pense que c'est Nietzsche, je suis plus sûr. Moi non plus. Mais, la phrase est cool.